mon collègue Luciano Colucci, qui est le conseiller politique de l'Union européenne à Haïti depuis 2 ans, et avec les autres collègues qui ont organisé cet échange. Moi, je m'appelle Stefano Gatto, je suis de nationalité italienne, comme Luciano d'ailleurs, mais ça c'est tout à fait par hasard, dans le sens que les fonctionnaires européens sont pas tellement identifiables par leur nationalité. Donc, la personne qui m'avait précédé dans le poste était française. Il y avait un autre français avant, mais ça veut rien dire. C'est-à-dire, il y a tout simplement c'est votre profil linguistique et professionnel qui vous amène vers certains postes, mais il n'y a pas du tout une distribution de postes selon les nationalités. Ça n'a rien à voir. Nous représentons l'Union européenne dans sa complexité, dans sa diversité. Et donc, même s'il est vrai qu'en Amérique latine, il y a une certaine prédominance des nationalités espagnoles, italiennes et françaises, plutôt que de Polonais, Hongrois, Tchèques, il y en a plutôt, ou Allemands, il y en a plusieurs, il y en a moins. Donc c'est pas tout à fait par hasard, mais quand même, nous représentons l'Union. Donc l'idée de cette rencontre était d'échanger un peu l'actualité et sur les perspectives de notre présence ici et de notre appui à Haïti. Vous savez, c'est un appui traditionnel. Depuis une trentaine d'années, on est présent, avec des caractéristiques assez propres quand même. Nous sommes quand même un associé d'Haïti avec une personnalité propre qui est un peu différente aux autres. Nous misons beaucoup sur la coopération au développement. Même nous sommes entre-temps devenus, depuis que nous sommes arrivés à Haïti dans les années 90, on est devenu quand même un acteur politique majeur dans le monde. On a changé notre nature. Nous, on est venu ici. À l'époque, on était comme la Commission européenne. On n'est plus la Commission européenne maintenant. Maintenant, c'est un ensemble d'institutions qui représente l'Union dans le monde, où la leadership appartient au service extérieur de l'Union européenne, auquel j'appartiens, Luciano aussi. Et plusieurs de nos collègues, par contre, ils appartiennent à la Commission européenne, qui est l'organe opérationnel, disons, de mise en œuvre de nos politiques, de notre action de partenariat dans le monde. Mais tout ça sous la leadership d'un organe qui est maintenant politique et qui est composé par les 27 États membres de l'Union européenne. Je dis 27 parce qu'au début on était 28, mais il y en a un qui a décidé de nous quitter, même s'ils sont déjà en train de le regretter. Et donc, on leur avait dit, mais ils n'écoutaient pas parce que les gens de ces pays-là n'écoutent pas trop les autres. Et donc, voilà, ils vont revenir. On les attend encore une dizaine d'années, après, voilà, de prendre. Et bon, blague à part, évidemment, le Brexit a été un choc assez important à notre construction politique, parce que vous voyez, mettre ensemble, parfois, hors Europe, on ne voit pas tellement l'intensité, on ne saisit pas complètement. Plusieurs d'entre vous ont vécu et voyagé en Europe souvent, donc j'imagine que vous avez saisi mieux que d'autres la peculiarité, ces faits exceptionnels qui nous unissent en Europe. L'intégration européenne n'est pas... L'Union européenne n'est pas un organisme international qui met ensemble des pays comme ça pour faire des choses ensemble. Et voilà, on n'est pas l'organisation de télécommunications, ni même pas les Nations Unies. On est beaucoup plus que ça. On est une construction politique intégrée qui part d'une dimension économique très intégrée, qui s'est bâtie pendant des décennies, qui nous a mené à être une des économies les plus fortes au monde. Vous savez, il faut toujours se souvenir que l'économie européenne, maintenant on parle beaucoup de la Chine et tout ça, mais l'économie européenne quand même a une dimension comparable à celle de l'économie des États-Unis. Et c'est cette dimension stratégique dont il faut tenir compte, parce que notre marché est intégré, c'est un marché unique, il n'y a plus de différence nationale vraiment. Et donc,
on est un grand acteur économique, évidemment maintenant défié par l'émergence de la Chine, même dans cette région. Ce n'est pas le cas d'Haïti exactement, mais dans la région Amérique latine, on fait face à ça, et encore plus clairement en Afrique. Mais je veux dire que l'intensité de l'intégration européenne est quelque chose qui parfois échappe quand on s'éloigne, à fur et à mesure qu'on s'éloigne du territoire européen, ça échappe et on pense à l'Union européenne comme un organisme. Non, l'Union européenne n'est pas un organisme. L'Union européenne, c'est 27 pays qui travaillent ensemble sur tous les dossiers. Cela nous a permis, par exemple, d'affronter le Covid de façon intégrée. Le Covid a commencé en Europe, bon, pas commencé en Europe, il a commencé en Chine, mais il est arrivé très, très tôt en Europe. Et on n'avait pas, l'Union européenne ne disposait pas des compétences pour affronter le Covid. C'est-à-dire, la politique de santé ne faisait pas partie de l'intégration européenne en tant que telle. On avait une petite coordination comme ça de nos politiques sanitaires, mais aucune obligation entre nous de nous organiser autour de cette bataille. Mais en quelques mois, on s'est donné les instruments pour décision politique. On a vu qu'il serait tout à fait impossible, vu que l'épicentre de l'épidémie était en Europe. Le premier pays affecté était l'Italie, après l'Allemagne, et après, pendant quelques semaines, les pays ont pensé, bon, on ferme les frontières, comme ça, on n'aura pas... Évidemment, ça n'a pas marché, et donc on a vite compris que c'était devenu un problème, un fait global. Et donc, on s'est donné les instruments pour affronter le Covid ensemble. À ce moment-là, par exemple, on disait jamais on va réussir à avoir un vaccin et jamais on va réussir à vacciner les citoyens européens avant la fin de l'année. On pensait à 10 ans. Bon, en début 2021, on a commencé à vacciner. C'est la Commission européenne qui a géré tout ça. Ce n'est pas les États membres de l'Union européenne, c'est la Commission européenne qui a mis ensemble les efforts de tous, à élaborer les vaccins et après à distribuer les vaccins à tous les citoyens européens. Je veux dire un exemple d'une matière dans laquelle on ne travaillait pas ensemble, mais l'évidence nous a immédiatement démontré que l'approche initiale, chacun pense à soi, ne fonctionnerait pas. Et donc on a dû travailler ensemble. Et je ne dis pas qu'on a... Enfin, ça a été 2 années catastrophiques du point de vue économique, du point de vue sanitaire. On a perdu beaucoup de vies, mais quand même, on a réussi à endiguer un peu on a évité le pire, disons. Et sur la base de ça, on a dû rebâtir complètement notre intégration européenne parce qu'on avait un problème spécifique qui était celui de dire, OK, sur certaines matières, on travaille ensemble parce que ça fait partie de l'intégration économique. Donc, tout ce qui revient au marché, les règles communes, la libre circulation des biens, des personnes, des services, tout ça, ça faisait partie du domaine communautaire depuis des décennies déjà. Mais la santé, vous voyez, c'était pas évident. Mais quand même, le virus, lui, il circulait. Donc, ça ne sert pas à grand-chose de lui dire, écoute, ça c'est la Suisse, enfin, ça c'est la France et ça c'est l'Italie. Donc, tu virus, tu ne peux pas passer parce qu'il y a une frontière. Bon, le virus, il n'entend pas trop bien ce genre de choses parce qu'il ne connaît pas trop les langues, lui. Il n'est pas multilingue. Mais quand même, il est multi-efficace. Et donc, pouvait-on opposer nos bureaucraties à un virus? Donc, on a vu qu'on devait s'organiser là. Et donc, là, c'est du commerce, c'est de l'économie, c'est des échanges. Pas directement. Mais quand même, le Covid a paralysé complètement le monde, a paralysé complètement les échanges en Europe. Les chocs pour nous est énorme. Excusez-moi que je commence par quelque chose qui n'est pas vraiment d'application IT, mais c'est un peu pour établir un contexte de ce que l'Union européenne peut et ne peut pas faire dans ces relations internationales. Donc, au début, on disait on ne peut pas parce qu'on n'a pas les compétences. Après, on a dit, si chacun de nos 27 pays commence à s'organiser, chacun d'entre eux, avec ses propres règles qui vont être différentes, alors toute notre construction de 40 ans, 50 ans va s'écrouler. Parce qu'il n'y aura plus de libre circulation, il n'y aura plus de conformité des règles, il n'y aura plus de marché, il n'y aura plus de rien de rien. Et donc, c'est pour ça qu'on s'est donné cette tâche. Et cette tâche paraissait impossible à atteindre.
On a réussi, mais on a dû alors mettre ensemble nos budgets d'une façon différente à ce qu'on faisait auparavant. Parce que jusqu'à l'année 2020, l'idée était qu'il y avait des domaines communs dans lesquels on partageait les ressources et des domaines qui n'étaient pas communs dans lesquels les pays ils étaient souverains. Bon, nous, vous savez, en Europe, nous, on utilise un concept qui n'est pas tellement populaire ailleurs, qui s'appelle souveraineté partagée. Nous considérons que nous vivons dans un environnement de souveraineté partagée. Parce que nous pensons en Europe que la souveraineté ancienne, les concepts anciens de souveraineté ne s'attachent plus, n'est plus adéquat pour le monde, l'univers dans lequel nous vivons. Donc, penser que chaque pays peut rebâtir le monde entier autour de soi, ce n'est pas quelque chose qui fonctionne. Donc en Europe, c'est pour ça qu'on travaille ensemble sur les principaux dossiers. Or, les domaines de la politique, donc on s'est redonné des règles financières et en 2021, on disait jamais on se mettra d'accord. Au cours de 2021, on a complètement changé la nature de la manière où on se finance. Et maintenant, nous avons un instrument qui n'existait pas jusqu'en 2020, jusqu'au Covid, que jusqu'en 2020, on disait jamais on le fera, et on l'a fait en 2021, il est déjà opérationnel, que c'est des fonds communs. Donc on a maintenant une dette commune européenne, et on a des titres européens, ce qui on excluait complètement. Par exemple, la crise financière de 2012, on l'a affrontée sans ça, et ça a été plus difficile à affronter parce qu'il n'y avait pas de fonds mutualisés européens. Maintenant, nous les avons. Donc, les crises, leçon de ça, les crises nous aident à aller de l'avant. J'aimerais bien pouvoir utiliser ces concepts aussi à Haïti, n'est-ce pas? Parce que si on pouvait s'alimenter de crises pour aller de l'avant, on serait bien placé. Donc, dans les domaines de nos relations avec le monde, vous savez, nous avons un instrument classique qui s'appelle la Convention de Cotonou, la Convention pour la coopération au développement, dont Haïti était bénéficiaire depuis plusieurs décennies. Mais autour de ça, nous avons maintenant une politique étrangère commune. Notre politique étrangère commune, elle met ensemble des instruments qui étaient auparavant exclusivement financiers de coopération technique, mais maintenant on a l'ambition de développer une politique commune, c'est-à-dire pas seulement combien d'argent à chaque pays et dans quel domaine, mais répondre à une vision politique. Or, évidemment, c'est quelque chose qu'on ne fait pas en 2 jours. Nous, ça fait 10 ans qu'on est sur cette approche-là au niveau mondial, je ne dis pas Haïti, et donc c'est quand même un processus complexe. Pour revenir à ça, nos délégations, nos représentations sont devenues depuis 10 ans des ambassades reconnues comme telles. Elles sont dirigées par un ambassadeur. Auparavant, c'était une autre figure. Et les ambassadeurs viennent des 27 États membres. Moi, personnellement, je ne viens pas d'un des 27, mais je viens de l'administration européenne. Mais ça, c'est relativement par hasard. C'est-à-dire, ça peut être... ça dépend. Mais il y a plusieurs de mes collègues qui sont des diplomates français, allemands, espagnols, qui sont prêtés pendant une certaine période à l'Union européenne. Du même pour les fonctionnaires. Donc, on a ces 2 institutions qui fonctionnent ensemble, le service extérieur et la Commission. La Commission était l'entité qui gérait notre politique de coopération, mais aussi gérait la politique commerciale, par exemple, ou la politique d'environnement, toutes les politiques sectorielles que nous menons ensemble. Pour les mener ensemble, on a besoin d'une entité qui gère les politiques sont définies par les conseils européens, mais elles sont menées à bien par la Commission européenne. C'est un peu complexe, je ne veux pas rentrer dans les technicalités de tout ça parce que je veux venir sur Haïti. Et donc, Haïti est un pays dans lequel on a eu une relation pendant plus ou moins 30 ans, mais surtout accélérée à partir de 2010, sur la base de budget de coopération au développement. Alors, ce budget de coopération au développement s'inscrivait dans une logique de nord-sud de coopération. Or, maintenant, on est en train de modifier nos relations avec tous les pays, par exemple, d'Amérique latine et centrale et Caraïbes, pour passer d'une relation qui est de coopération au développement vers un vrai partenariat sur des dossiers communs. Ce qui, dans le cas d'Haïti, ça devient un peu compliqué, dans le sens que Haïti, malheureusement, fait face à des problèmes structurels qui ne permettent pas vraiment d'avancer dans une relation semblable à celle qu'on fait, par exemple, avec un Mexique, avec un Équateur ou avec
ou avec d'autres pays de la région. Donc, notre relation avec Haïti est en bonne mesure encore une relation de coopération au développement. Cette coopération, elle s'articule autour de certains axes de coopération. Elle a eu un certain succès dans certaines matières. Par exemple, les axes routiers. L'Union européenne a bâti des routes assez importantes dans ces pays. L'Union européenne est très présente dans le domaine du développement de la société civile. On peut discuter 10 000 fois, on peut discuter pendant des jours sur la société civile, mais c'est quand même important, c'est quand même crucial le rôle que l'Union européenne, en tant que bailleur, a eu dans le développement de la société civile, qui n'est pas la priorité d'autres bailleurs. C'est-à-dire qu'il y a d'autres bailleurs importants, d'autres partenaires importants qui ne soucient pas trop de développer la société civile. Nos priorités, c'est normalement le développement, le renforcement de la démocratie, de l'état de droit, des droits de l'homme, le renforcement institutionnel, et tout ça dans un contexte de renforcement de l'économie. Or, tout ça, de l'économie et de l'économie maintenant soutenable, parce que la green economy est quand même devenue une grande priorité de l'Union européenne. L'Union européenne est quand même un des principaux partenaires de la lutte contre les changements climatiques. Donc, tout ça, comment on le décline ici à Haïti? Moi, quand j'étais pressenti pour venir à Haïti, bon, j'avais des idées un peu... Moi, parenthèse, c'est mon 6e poste diplomatique. Moi, j'ai travaillé hors de Bruxelles et Luxembourg, au siège des institutions. J'ai travaillé au Brésil, en Inde, et après comme chef de mission à Salvador, Pakistan, Guatemala et maintenant Haïti. Donc vous voyez, le début c'était plutôt sur des sujets d'ordre économique. J'étais plutôt conseiller économique dans ces grands pays, parce qu'à l'époque notre politique européenne aux années 2000 était fin 90-2000 était très axée sur le développement du commerce. Pourquoi? Parce que notre politique extérieure, elle naît du commerce. La raison pour laquelle nous existons comme sujet de droit international, c'est le commerce. Parce que nos traités européens sont fondés sur la compétence commerciale commune des pays, de nos pays. Vous savez que nos pays n'ont pas la prérogative, ils n'ont plus la possibilité de conclure des accords commerciaux. Les accords commerciaux sont conclus par l'Union européenne au nom de tous. C'est pour ça que vous n'avez pas une zone de libre-commerce franco-haïtienne, ça ne pourrait pas exister parce que c'est l'Union européenne qui est liée par des relations contractuelles avec le reste du monde. Ça, c'est une dimension qui s'est développée depuis les années 60-70. Elle est devenue donc politique étrangère qui était exclusivement commerciale au début. Dans les relations avec les pays en développement, ça s'est décliné par la coopération au développement parce que de tout début, on a vu qu'on ne pouvait pas entamer des relations commerciales équilibrées entre partenaires d'une différence de développement si marquée. Donc c'est clair que vis-à-vis des pays en développement, nous devions fournir de l'assistance pour aider ces pays à se développer et donc devenir des partenaires commerciaux mûrs. C'est un processus qui a donné certains résultats, mais il y a encore pas mal de pays en développement dans le monde qui ont besoin quand même d'être appuyés. Et le cas d'Haïti, donc, est un pays, Haïti fait partie dès le début, faisait partie de la Convention je ne sais pas exactement à quelle année, je ne sais pas si tu le sais, en quelle année Cotonou, ils ont adhéré en quelle année? Sans doute c'est après. Enfin, il fallait être une démocratie pour ça. Donc, c'est à partir des années 90, je pense. 90, oui, sans doute c'est cette époque-là. Et donc, c'est pour ça que je parlais d'une trentaine d'années de relations. Donc, pendant toute cette période, la relation a été marquée donc par ces priorités. Ces priorités marquées dans notre coopération. Il y a beaucoup de routiers, beaucoup d'infrastructures, parce que dans les pays en développement, on travaille beaucoup cette dimension-là. Mais dans le temps, on a augmenté énormément ce qui est notre attention au sujet de la démocratie, de l'état de droit, des droits et des égalités. Et donc, par exemple, on a une énorme composante de genre. Donc, c'est par hasard qu'on se retrouve ici le 8 mars. Mais en fait, je dois dire que depuis au moins une dizaine d'années, la dimension genre-égalité
partie intégrale de notre action. Ici à Haïti, on a des actions du type Spotlight, qui est un programme qu'aujourd'hui même célèbre le 8 mars ailleurs dans la ville. Et c'est un programme qui a marché plutôt bien. Et ça a été une bonne surprise pour moi, parce que moi, je venais d'un pays où Spotlight n'avait pas marché du tout. Et Spotlight, c'est un programme qui met ensemble les agences des Nations Unies, les gouvernements, la société civile, les Nations Unies et l'Union européenne pour des partenariats pour renforcer toute la dimension d'égalité et de lutte contre la discrimination. Et j'ai trouvé, pas par ma surprise, mais par ma bonne surprise, en fait, qu'Haïti, malgré toutes les difficultés, le programme avait marché parce que les gouvernements, quand même, avaient pris intérêt à la chose. C'est une dimension qui n'est pas quelque chose qui ne se répète pas dans tous les pays, parce que la dimension de l'égalité est devenue très conflictuelle dans le monde en ce moment. Il y a plein de gouvernements dans le monde qui se cachent derrière une certaine contestation à certains principes de droit universel, et ils vous disent non, mais là, vous savez, les droits universels, c'est les droits des Européens, et donc ça ne nous intéresse pas. En fait, c'est tout simplement pour cacher le fait qu'ils ne veulent pas avancer dans le domaine de l'égalité. Et donc, ils vous racontent que non, mais vous savez, ça c'est... Par exemple, moi, j'ai servi dans un pays musulman. Alors, le Pakistan. Pays très intéressant d'ailleurs, mais alors, eux, ils étaient très mais quand il y avait des différences, ils disaient, ah ben oui, écoutez, on ne peut pas être d'accord parce que vous êtes chrétien et nous sommes musulmans. Ça, c'est pas sur les droits universels des hommes et des femmes. Je ne vois pas pourquoi être musulman, ça veut dire qu'on peut tabasser les femmes. C'est écrit nulle part. Hein. Et donc, c'était un peu délicat là. Mais parfois, c'est utilisé comme excuse. Mais j'ai eu ces difficultés. Je les ai eues aussi, personnellement, je les ai touchées dans des pays très, très, très chrétiens, comme les pays d'Amérique centrale, où il y a eu des gouvernements récemment qui veulent nier tout progrès dans ces domaines-là. Ils se cachent derrière la religion comme une excuse pour ne pas faire. Ce qui est quand même un peu étonnant, parce que nos religions ne nous disent pas qu'on peut impunément violer les droits des hommes et des femmes, n'est-ce pas? Donc c'est une vision très restrictive. Donc c'est très compliqué tout ça, mais quand même c'est une dimension très importante. Parfois ça a créé l'idée que l'Union européenne est patronisante, elle veut imposer, honnêtement. On va imposer, on n'a rien à imposer. On va tout simplement à proposer des politiques et des approches. Évidemment, toute politique, notre politique de coopération est toujours le résultat d'un partenariat avec un gouvernement et avec une société. N'est jamais l'imposition de quoi que ce soit. Nous ne sommes pas un interlocuteur qui vient dans un pays pour dire « Oh, si tu me fais ça, je te donne ça ». On est incapable de faire ça. Je dis pas, peut-être que c'est même rationnel de faire ça. Je te donne, si tu m'achètes tout ça, je te fais ça en échange. Nous, on n'est pas capable de faire ça, on ne le fait pas. On n'est pas capable de négocier quoi que ce soit. Notre origine, c'est une coopération sincère avec les pays, dans laquelle on va trouver avec chaque pays des façons de travailler ensemble à partir d'une politique, à partir d'une vision, à partir d'une approche qui est du pays. Évidemment, si le pays est sur des axes de développement complètement différents aux nôtres, et cela était théorique jusqu'il y a une dizaine d'années, c'est plus théorique maintenant avec la présence des Chinois. Parce que les Chinois viennent proposer des choses tout à fait différentes par rapport aux nôtres. Les Chinois n'ont aucune exigence démocratique, aucune exigence droits de l'homme, aucune exigence de je ne sais pas quoi. Simplement, ils disent, voilà, je veux faire ça avec ton pays, et voilà, ça t'intéresse ou pas. Et nous avons une autre approche, nous avons toute une série de politiques auxquelles nous tenons, donc nous avons du mal, par exemple, à accepter de travailler avec un gouvernement qui dise que les droits de l'homme, ce n'est pas son problème, ce n'est pas leur problème, ou que la démocratie, nous n'avons pas la démocratie. Nous avons besoin de pays de partenaires démocratiques. Mais, or, la difficulté principale avec Haïti pour développer tout ça a été le fait que oui, on a établi on a des plans pluriannuels de coopération, on a des dialogues, mais évidemment la difficulté a été celle de tous les interlocuteurs d'Haïti, a été la difficulté de pouvoir mener des actions
avec des résultats durables à cause de l'instabilité chronique dans laquelle le pays est tombé. Donc c'est très difficile. L'hypothèse, une des seules choses que j'ai, enfin, une des choses les plus importantes que j'ai appris au cours des 30 ans de parcours dans des différents pays au monde, est que les politiques de coopération ne fonctionnent efficacement que dans les pays où il y a une vision claire de développement. C'est-à-dire les gouvernements, les pays qui sont capables de se donner des gouvernements qui soient capables d'établir une vision à 15, 20, 30 ans et qui soient capables de la mener à bien. Au-delà après des changements de gouvernement, orientation ici et là qui peuvent changer dans les détails. Mais les pays qui sont capables de se donner un modèle et de les mener à bien, donc ils peuvent recevoir des fonds de coopération efficacement. Parce que ces fonds de coopération qui ne sont jamais suffisants pour modifier un pays. La coopération internationale ne va jamais changer un pays. Jamais. C'est cela le cas. L'histoire des 50 dernières années nous dit que les pays qui se sont passés de l'état du développement à développer, c'est des pays qui ont mené, eux, des politiques gagnantes et auxquelles la coopération internationale a collaboré. Mais a collaboré parce que les choses fonctionnaient déjà. On ne peut pas attendre de la communauté internationale ou d'un bailleur qui change un pays. Le pays changera le moment où les citoyens de ces pays décideront de le faire et les gouvernements seront responsables et seront capables de dessiner une politique de changement. Évidemment, la coopération, quand elle fait face à des difficultés structurelles, elle aura du mal à s'épanouir, à se développer, à donner des résultats. Donc, on peut obtenir des résultats, oui, mais évidemment, il a besoin d'une certaine stabilité. Or, des cas de ce type dans le monde existent. Il y a des pays que, bon, le cas le plus connu, c'est la Corée. Vous savez, la Corée, c'est un pays qui, après la Deuxième Guerre mondiale, était aussi pauvre que les pays d'Afrique, et les pays d'Afrique les plus pauvres, et c'est devenu à 60 ans une puissance économique, avec un niveau du premier monde. Là, le facteur clé n'a pas été la coopération internationale. Le facteur clé a été la décision des Coréens d'aller dans cette direction. Singapour, l'autre cas de grande capacité exceptionnelle, Singapour était un pays que quand ils se sont divisés de la Malaisie, et ils avaient les larmes aux yeux aux années 50 parce qu'ils pensaient qu'elle était destinée à être une île pauvre au milieu des mers d'Asie. Et 50 ans après, ils sont devenus un pays du premier monde. Évidemment, ce n'est pas la coopération internationale, c'est les choix politiques antérieurs qui ont mené à ça. Au-delà, et les résultats ont dépassé complètement les attentes. Donc, cela veut dire donc que la coopération internationale est inutile. Parce que j'ai déjà dit que ce n'est pas la coopération internationale qui change le monde, alors je pourrais conséquemment conclure, bon alors c'est inutile de faire de la coopération internationale. En fait, non. En fait, la coopération internationale est très utile, mais il faut être assez... D'abord, elle doit être assez humble, parce qu'on ne peut pas prétendre quand même de proposer des solutions aux pays qui ne sont pas conformes à ce que le pays veut faire. Et deuxièmement, on a besoin de cette dimension de gouvernance interne pour pouvoir fonctionner. Donc, moi, dans tous les pays où j'ai travaillé en permanent, en résidant là ou par des missions plus courtes, j'ai toujours essayé de trouver des exemples positifs, des leçons positives. La coopération n'est pas quelque chose qu'on prend en paquet. La coopération fonctionne pas, n'a pas fonctionné ici, n'a pas fonctionné là, c'est toujours plus diversifié que ça. Donc ce que j'ai demandé à mes collaborateurs en arrivant à Haïti, et c'est la même chose que j'avais demandé au Guatemala, mon pays précédent, c'était de me dire, ne me parlez pas seulement des projets qu'on est en cours de faire, mais dites-moi quelque chose sur ce qu'on a fait de bien les 20 années passées, parce qu'on doit mettre en valeur ça, parce que le problème est qu'on est tellement pris dans notre travail par le jour à jour qu'on perd de vue l'important, les choses qu'on a pu faire. Donc, je n'ai pas encore vraiment une idée très, très claire de ce qui a réussi à Haïti, mais quand même, on m'a dit, quand même, les routes, c'est pas mal.
Quand même, il y a des axes routiers qui ont été bâtis. C'est pas la coopération que j'aime mieux. Moi, j'aime pas cette coopération. Enfin, j'aime pas. Je l'aime bien, mais je veux dire, c'est pas celle qui me fait rêver. Mais celle qui me fait rêver, c'est la coopération qui met en dialogue et en syntonie les sociétés et les citoyens. La circulation d'idées, la circulation de modèles positifs. Ça, c'est une chose que, par exemple, je trouve que dans les pays où j'ai travaillé récemment, El Salvador, Guatemala et peut-être Haïti, d'une certaine façon, je ne sais pas encore, hein, c'est peut-être quelque chose qui manque un peu, des modèles positifs qui incitent les jeunes à aller chercher un rêve qui ne soit pas purement matérialiste, mais un rêve. Moi, quand j'étais au Salvador, vous allez rire, hein, mais on m'a dit qu'à Haïti, il y a quelque chose de semblable. Au Salvador est un pays qui n'a jamais gagné aucune compétition internationale dans aucun sport, jamais de la vie. Mais là, c'est dommage, parce que moi, quand j'étais un enfant, moi, j'ai rêvé, comme tous mes amis, des champions sportifs, encore aujourd'hui. Un peu moins, mais quand même. Et on rêve avec ça, non? Et dans notre pays, quand même, on avait pas mal de grands champions. Et donc, les Jeux olympiques et tout ça. Alors, je me disais, au Salvador, quand même, les pauvres, ils n'ont jamais gagné une médaille olympique. Ils n'ont jamais eu un champion de quoi que ce soit. Alors, à un moment donné, pendant ma période là-bas, je me souviens que l'équipe de foot plage a quand même s'est qualifiée pour la Coupe du Monde et est arrivée jusqu'à la demi-finale. C'est-à-dire, entre les 4 premiers, quand même, foot plage, c'est peut-être pas le sport le plus important au monde. Mais quand même, j'ai vu les visages des gens. C'était la première fois que leur pays était quelque part sur la carte. Et qu'ils pouvaient être fiers d'une victoire. Et alors, on voyait déjà, dans les semaines suivantes, les gamins qui jouaient à foot plage. Parce que c'était un rêve qui s'était installé. On m'a dit ici que, par exemple, il y a que les femmes sont... l'équipe de foot féminin ici à Haïti est quand même d'un certain niveau. Et donc, ça peut devenir un moteur de changement dans le sens qui fait rêver les gens. Donc, c'est ce genre de coopération que j'aime mieux plutôt que les routes. Mais quand même, les routes sont très importantes aussi parce que, en fait, notre intégration européenne, on l'a bâtie aussi sur les routes. Et tous les grands pays se sont développés en suivant le développement des infrastructures. Oui, d'accord. D'accord, donc, la chose que j'ai conclu là par mon introduction et on peut passer à un dialogue. Je sais qu'il y a certains sujets que vous allez sans doute mentionner. Donc, je voulais d'abord vous informer du fait que, nous, comme Union européenne, on n'a jamais quitté Haïti. On a tout simplement dû fermer ses bureaux pendant 3 mois à cause de la situation logistique qui s'était créée. On n'avait plus de combustible parce qu'on n'a pas de panneaux solaires, comme vous voyez. C'est une chose sur laquelle on travaille. Et donc, à un moment donné, on n'avait plus d'électricité. On a dû donc quitter. Et pour quelque temps, mais on n'a jamais fermé la délégation en tant que telle. Donc, les partenariats, non, je dis parce qu'il y a... Parfois, on entend dire qu'on avait fermé. En fait, on n'a jamais fermé. On a continué de travailler de la distance, mais maintenant, on est en train de rétablir tout ça un peu mieux. Or, cela n'empêche que la situation pour laquelle nous avions quitté le pays temporairement au mois de septembre n'est pas meilleure maintenant. Dans le sens qu'il y a une seule chose qui est relativement meilleure que les blocages du terminal de Vareux est terminé. Donc, il y a du combustible dans les pays, un peu cher, mais il y en a. Et donc, on est revenu, mais cela n'empêche que la situation sécuritaire est probablement pire maintenant qu'il était en termes d'activité des gangs, kidnapping et tout ça. Nous-mêmes, on a eu des problèmes directs dans notre bureau il y a quelque temps. Et donc, on doit vivre avec des règles de sécurité qui sont très complexes, ce qui empêche énormément, limite énormément notre tâche, parce qu'à ce moment, on n'est pas capable d'aller dans les pays, on n'est pas capable de voyager dans les pays. Je ne peux pas permettre à mes collaborateurs d'aller superviser l'état d'avancement des travaux et des projets. Les projets ne sont pas tous arrêtés. La construction des routes, malheureusement, oui. Les routes, elles sont en difficulté en ce moment. Les chantiers sont bloqués. Mais il y a d'autres projets qui continuent. On est en train de tourner notre coopération plutôt vers l'humanitaire. On a un bureau spécifique pour l'aide humanitaire qui s'appelle ECHO, qui est avec nous.
Mais on veut quand même poursuivre et renforcer notre coopération dans les axes qu'on a choisis pour la période actuelle qui termine en 2027. 2027. Donc on a une programmation pluriannuelle. Et donc les priorités là sont la résilience dans le sens essentiellement aide alimentaire et la gouvernance économique. Donc l'appui le plus important peut-être du point de vue économique, c'est l'appui budgétaire qu'on espère de pouvoir redémarrer prochainement. On n'a pas décaissé les 2 dernières années à cause des troubles politiques, parce que pour décaisser ces aides, qui sont des aides budgétaires qui rentrent directement dans le budget de l'État, on a besoin d'un certain nombre de garanties politiques et économiques. On a besoin de voir que les réformes économiques sont menées à bien, et on a besoin de certaines garanties politiques. Donc vous imaginez que les dernières années n'ont pas été les plus faciles à ce niveau-là. Mais donc, on va essayer quand même de reprendre cette aide-là, parce qu'elle est très importante. Le FMI a payé quand même 105 millions de dollars il y a quelques jours. Et nous, on va continuer là. On vient d'approuver un grand programme d'éducation, qu'on mènera bien à partir de cette année. Et on a toute une série d'actions dans le domaine de la sécurité alimentaire qu'on doit mettre en œuvre. Là, c'est les axes principaux de notre coopération actuelle. Or, tout cela, vous allez me mentionner la sécurité. Évidemment, tout ça a besoin d'être mené à bien tout ça, sans avoir des interlocuteurs politiques stables et sans avoir de la sécurité sur le terrain, est pratiquement impossible. Donc, effectivement, on est tous, comme tous les Haïtiens sont en quête ou en attente de quelque chose. Nous aussi, nous avons besoin de retrouver ça pour pouvoir mener à bien nos actions. Or, sur le domaine de la sécurité, si vous voulez, on en parle dans les dialogues, parce que là, je dois un peu vous expliquer quelle est la position de l'Union européenne en général sur le domaine de la sécurité. Nous avons des limitations là, parce que nous n'en avons pas quand même une dimension militaire. Nous avons une dimension militaire, mais elle n'était pas axée sur un scénario comme l'haïtien. C'est-à-dire, oui, nous avons une coopération militaire qui est quand même dans les mains des États membres, pas dans les mains des institutions européennes. Nous coordonnons, mais nous n'avons pas le pouvoir de décision. Mais quand même, on a des priorités opérationnelles et géographiques différentes. On ne regarde pas aux Caraïbes, on regarde plutôt à notre est, Ukraine, et on regarde plutôt la Méditerranée et l'Afrique. Donc, pour Haïti, en ce moment, c'est extrêmement difficile pour nous. C'est-à-dire, moi et les autres ambassadeurs européens reçoivent constamment des visites d'Haïtiennes qui nous disent « Ah, il faut absolument que vous interveniez dans le domaine sécuritaire ». Le problème est qu'en ce moment, c'est extrêmement difficile. Donc, nous, ici, nous sommes tout à fait conscients de ça. Et nous savons que c'est nécessaire. C'est ultra nécessaire même. Le problème est qu'en ce moment, dans la situation géopolitique actuelle, face aux contraintes que nous avons en Europe, avec l'invasion russe, c'est tout à fait utopique d'imaginer, de convaincre nos gouvernements à une action, à s'intéresser à Haïti d'une façon proactive. Donc, quand on nous dit, il y a 10 ans, 2010, les tremblements de terre et tout ça, le monde en 2010 était tout à fait différent à l'actuel. La Chine n'avait pas la puissance qu'elle avait, la Russie n'avait pas la puissance qu'elle avait, l'Occident avait des prérogatives dans ses mains tout à fait différentes. Moi je trouve que quand Haïti, on pense qu'il y aura quelque chose de semblable à ce qui s'est arrivé dans le passé, c'était une mission onusienne, ça ne sera pas une mission onusienne cette fois-ci, ce sera autre chose. C'est un peu utopique parce que le monde en ce moment n'est pas en train de regarder vers Haïti avec les mêmes yeux qu'il y avait en 2010 ou après 2010. Et le monde a complètement changé. Hein. Et si nous voulions agir, il y aurait quand même la Chine et la Russie qui nous empêcheraient. Chose qui n'était pas là en 2010 ou en 2015. Mais là, maintenant, vous vous souvenez quand on a introduit les sanctions sur la Russie, on pensait qu'on disait, l'économie russe va collapser en 3 mois. Mais non. Pourquoi elle n'a pas collapsé? Parce que le monde a changé entre-temps. Les circuits financiers ne sont plus les mêmes. Les circuits de décision politique ne sont plus les mêmes.
Donc c'est pour ça qu'à New York, les discussions sur les cas haïtiens continuent de tourner en ronde. Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas un consensus. Mais en tout cas, je ne veux pas... Après, je vous mentionnerai des points plus spécifiques, si vous voulez. Mais c'est un peu les grands débats, parce que tous les Haïtiens sont inquiets par ça. Il y a des gens qui pensent que l'intervention va venir. Il y a des gens qui pensent que tout le monde, nous sommes tous d'accord sur le fait que la sécurité est la clé de tout, en ce moment. Sans sécurité, on ne peut pas penser à autre chose. Il y a aussi la dimension politique. Vous savez que la communauté internationale a demandé aux acteurs politiques haïtiens quand même de se mettre d'accord sur un agenda commun. Mais cet agenda commun, enfin, on a une certaine difficulté à l'avoir, cet agenda commun, parce que jusqu'à présent, l'agenda commun, c'est un agenda commun de qui s'assied où et qui est ministre de ça, qui est ministre de l'autre. Mais ça, ce n'est pas l'agenda commun dont nous avons besoin, dont les pays ont besoin. Les pays ont besoin d'une politique agricole, d'une politique industrielle, d'une politique d'attraction d'investissement, d'une politique de sécurité. C'est ça qu'on parle dans l'agenda. Quand on dit qu'on attend du gouvernement, de là la réticence des interlocuteurs, et même à envoyer une mission internationale, pour dire, OK, on envoie une mission internationale pour faire quoi exactement? Pour refaire l'Haïti d'avant-hier, le même Haïti. Il faut... Et quels sont les moyens de survie de cet Haïti? Et l'économie, son économie, elle est basée sur quoi? Sur l'importation. C'est pas... Je sais les responsabilités d'autres partenaires d'Haïti dans tout ça, mais nous, on travaille pour développer une économie nationale, pour qu'il n'y ait pas une dépendance des importations. Et c'est ça qu'on veut développer, par exemple, dans les domaines agricoles. Moi, je suis très surpris. Moi, je viens d'un pays qui était pauvre, relativement pauvre. Mais quand même, il y avait une agriculture florissante. Et quand même, ils exportent produits agricoles. Or, ils avaient quand même des problèmes de dénutrition entre les enfants. Et l'autre, j'ai dit, ça c'est vraiment un problème parce que là, vous êtes des grands producteurs agricoles et vous avez quand même des enfants mal nourris. C'est pas trop cohérent. Mais si on n'a même pas la production agricole, alors là, ça devient quand même compliqué. Et donc, oui, il faudrait... Alors, là, c'est des histoires, des questions historiques haïtiennes. Et je sais qu'il y a des responsabilités internationales dans tout ça, mais elles ne sont pas européennes. Nous, comme Europe, on travaille partout pour le développement d'une sécurité alimentaire et d'une agriculture durable et compatible avec les défis actuels. Donc on a énormément à faire. On pourrait énormément faire dans ces domaines, mais on a besoin quand même d'une politique, d'un secteur politique et d'une vision politique qui nous permette de les appuyer. On ne peut pas importer ça. Ces savoir-faire nous avons besoin de politiques. Donc c'est un peu ça qui nous manque en ce moment, au-delà du fait de la sécurité. En tout cas, c'est un peu le même message un peu pour vous tous. Et on est en train de voir dans le monde entier que pas seulement les défis pour l'information, mais aussi même les défis de la désinformation qui est devenue une arme de guerre. Utilisée, malheureusement, heureusement, nous, les Européens, nous sommes incapables de faire de la désinformation. Certains partenaires à nous utilisent la désinformation pour nous déstabiliser. On a des preuves très claires que pendant la période de la Covid, il y a eu plein de campagnes de désinformation qui ont agi en Europe pour déstabiliser notre continent. Et malheureusement, c'est devenu une arme dans les mains de certains de certains autres acteurs de la communauté internationale. Bon, nous, on ne le fera jamais. On ne le fera jamais parce que, tout d'abord, on serait très mauvais. On serait ultra mauvais. Et surtout, pour nous, la désinformation, ça n'existe pas. Pour nous, c'est l'information qui doit exister. La désinformation, en fait, c'est tromper les règles du jeu en diffusant des informations fausses. On en a eu plein au cours des dernières années. Et bon, Haïti, c'est un cas particulier parce que j'imagine les difficultés que vous devez avoir pour subsister du point de vue économique, du point de vue tout simplement de la rentabilité. Je ne peux pas imaginer comment vous soulevez. C'est des problèmes que la presse a un peu partout dans le monde, mais dans le contexte de la crise économique haïtienne, je n'arrive pas à imaginer. Donc c'est déjà un miracle que vous êtes là. Est-ce que vous continuez d'exister, d'informer
Et d'autre part, nous, on veut toujours une relation productive avec la presse, pas dans le sens de... On n'a pas des informations à vous donner comme ça pour que vous répétiez, mais vraiment comme interlocuteur. C'est un peu l'esprit de ces rencontres. Et donc, si vous voulez, on peut dialoguer un peu sur les sujets qui vous intéressent ou les inquiétudes que vous avez. Et je peux rentrer plus en détail sur certaines positions que l'Union européenne a et certaines choses que nous voulons faire à Haïti ou essayons de faire à Haïti, même si, je vous dis, c'est un défi de s'occuper d'Haïti en ce moment, mais pas seulement ici. C'est un défi aussi à l'extérieur parce que les gens ne veulent. C'est vraiment difficile de faire. Vous avez remarqué, vous suivez la presse internationale, vous avez remarqué que la presse internationale n'informe plus sur l'Haïti, sauf quelques organes de presse nord-américains, Miami, mais la plupart, il n'y a rien. Donc, quand j'étais 2 fois en Europe, ce mois-ci, j'arrive là et les gens me regardent. Alors, Haïti, c'est bien, hein? Haïti, c'est bien quoi? Je pense que, parce que ils pensent que c'est une île tropicale, donc que ça doit être merveilleux. Tout bien, mais parce qu'ils n'ont aucune notion de ce qui se passe à Haïti. Alors, je ne sais pas si c'est qu'il n'y a plus de correspondants internationaux et donc il n'y a plus à relais. Ou je ne sais pas si c'est la compétition des informations qui viennent d'Ukraine et donc on ne regarde pas Haïti, mais à l'époque du tremblement de terre, Haïti faisait la une des journaux et maintenant, on n'en parle plus. Mais plus du tout. Parfois, il y a un petit article ici et là qui dit, bon, il y a des problèmes, mais comme ça, c'est un peu traditionnel, il y a des problèmes à Haïti. Mais la spécificité actuelle de ce qui se passe en ce moment, elle est totalement méconnue. Donc là, vraiment, c'est un défi pour vous aussi, parce que l'international, au niveau information, il n'est pas présent du tout. Je ne sais pas, la presse française, peut-être il y a quelque chose ici et là, mais dans le reste d'Europe, on doit commencer du début. Haïti est une île qui est à côté de la République dominicaine, qui partage l'île espagnole. Il faut partir du début. Et donc, c'est très difficile de passer de ça à l'action. Vous demandez l'action, oui, mais les gens ne savent pas. Ils commencent par ne pas savoir.